fait que si la France sortait de l'euro, ce serait évidemment le cataclysme ambiant, on n'est pas loin de l'ambiance post-nucléaire. Et donc, il me semble que ça mérite quand même un petit décryptage, parce que lorsque, pour quelqu'un qui n'aurait pas les informations, ou qui n'aurait pas un peu, vous voyez, on va dire suffisamment de recul par rapport aux éléments qui nous sont présentés, il peut tomber facilement dans le panneau. En plus, ce genre de reportage qui sert à crédibiliser la parole du fait que, évidemment, l'euro serait une monnaie qui, évidemment, si elle s'effondrait, effondrerait tout le système économique avec, la France ne s'en remettrait pas. Ça, c'est ce qu'ils veulent vous démontrer. Et donc, pour ça, on vous fait peur, on cesse comme ça de vous menacer. Et donc, je vous invite tout de suite, évidemment, à aller regarder ce petit reportage. Donc, petit reportage, mais avec de gros moyens. Donc, réalisé par... Ça va mieux passer pour, évidemment, l'image. Voilà. Enfin, là, c'est le son, en l'occurrence. Donc, qu'est-ce que vous me dites? J'en profite pour aller voir ce que vous racontez, vous ici, en même temps. Voilà, on me dit hey, sauvez-nous, ça va être le capitalisme, etc. Bah, vous comprenez bien l'ambiance de ce petit reportage. Donc voilà, on va commencer. Alors ça commence comme ça au début, on est évidemment tranquille. Alors à partir de maintenant, on va jouer à ce petit jeu de « Et si la France sortait de l'euro ?» C'est dur de répondre parce que comme je ne crois pas au scénario, je ne l'imagine pas, je ne sais pas répondre en situation. Alors bon, il est extraordinaire, vous l'avez tous reconnu, Édouard Leclerc, le grand patron de la distribution française, parce que dans ce reportage, vous allez voir passer un certain nombre de ponts de gens qui font, on va dire, référence. On n'a pas pris n'importe qui, on est allé chercher les plus grands patrons de la distribution française. Et donc, il est assez étonnant, ça commence par nous dire, bon bah de toute façon, on n'a pas besoin de, je ne peux pas répondre, je n'envisage pas le scénario. Voilà, on me dit de toute façon, nous sortir de l'euro ou pas, la question ne se posera pas bientôt plus, l'euro va s'effondrer tout seul. Ça, c'est encore une autre question, mais en attendant, justement, il est intéressant quand même de constater qu'on s'efforce de vous faire des reportages, j'ai envie de dire, de grande ampleur, puisque là on ne parle pas de petits reportages, on parle de reportages avec, vous voyez, il y a Édouard Leclerc, vous allez voir un certain nombre d'intervenants prestigieux qui vont se succéder, ce qui signifie bien que on veut mettre la pression. Vous vous rendez compte l'écart entre le moment où il y a quelques années, le fait même de suggérer une sortie de l'euro, c'était quelque chose complètement conspirationniste, c'est comme ça qu'il le désignait. Et aujourd'hui, on en est à faire des reportages pour sauver l'euro. Pas trop tard. C'est-à-dire qu'on ne nous a jamais donné la clé, le manuel qui va nous dire quand un pays sort de la zone euro, voilà ce qui va se passer. Ah, ouais, bon, ce monsieur que vous allez voir intervenir aussi tout au long du reportage, oui, on ne nous a jamais donné la clé, le manuel, mais il y a un certain nombre de personnes qui se sont posées ces questions. Il en aurait pu aussi aller leur demander, voilà. On est déjà dans une zone d'incertitude, mais avec une sortie de l'euro, on rentre dans une zone de grande incertitude. Oui, Jean-Claude Mailly, ancien secrétaire général de Force ouvrière, qui est là pour représenter donc les syndicats. Donc on a vu la distribution, ce monsieur qui est un espèce de conseiller, je parle pas de François Baroin, mais le monsieur d'avant qui était conseiller, on va dire, auprès des banques, et puis un syndicaliste, un ancien ministre. D'une certaine manière, ce type d'exercice au plus haut niveau de l'État, il existe tous les jours. Ah, cet exercice-là, au plus haut niveau de l'État, il existe tous les jours. Donc, c'est-à-dire que l'État envisage quand même, alors, certaines situations. Ça, on y reviendra plus tard, parce que, bon, déjà, il nous donne une information. On me dit, c'est un public reportage pour l'euro. On n'est pas loin de ça, et il est important quand même d'aller de le faire, parce que vous allez voir un certain nombre de mensonges, et ce sont des mensonges qui vous sont répétés comme ça de façon récurrente, et ils se servent donc de toute l'argumentation qui est développée par les européistes pour défendre l'euro. Donc c'est bien d'aller fouiller qu'est-ce que ces gens-là nous disent. Alors, imaginons que la France sorte de l'euro. Que se passerait-il concrètement? Voilà, le ton est posé. Imaginons que la France sorte de l'euro. Que se passerait-il concrètement? Eh bien, vous verrez que déjà, il y a une première question, à laquelle on ne répond jamais, ce n'est même pas évoqué, ce n'est même pas suggéré, c'est
en quoi une sortie de l'euro est-elle, on va dire, corrélée à une sortie de l'Union européenne? Cette question-là n'est jamais soulevée à aucun moment. Donc, ça, vous allez comprendre pourquoi. Quelles seraient les conséquences sur notre économie? À quoi ressemblerait notre vie quotidienne? Voilà, bon, à quoi ressemblerait notre vie quotidienne? Visiblement, effectivement, on pose les bases, c'est intéressant. Qu'est-ce qui se passe si on sort de l'euro? Comment, au jour le jour, cette situation va se gérer pour le Kidam? Les témoins ont accepté de se prêter à l'exercice et de se confronter à ce scénario de sortie de l'euro. Voilà, ce monsieur aussi est très intéressant, on va l'entendre par la presse, c'est le représentant de la FNSEA, donc le plus gros syndicat censé défendre les intérêts des agriculteurs. L'histoire commencerait ici, à Bruxelles, la capitale politique de l'Europe. Oui, la capitale politique de l'Europe, hein, ou on pourrait dire le siège de la Commission européenne hein, et du Parlement. Voilà, bon, capitale politique de l'Europe, on peut accepter. Des services de communication muets, des mines fatiguées, une ambiance pesante. Le sommet de la zone euro, convoqué en urgence, traduit bien l'état de sidération des chefs d'État et de gouvernement des 19 pays membres. Alors, déjà, il y a quand même quelque chose de sidérant dans ce reportage qui vous est posé et qu'il va falloir que vous intégriez tout au long de ce qu'on va voir, c'est que il se base sur une situation fictive, sur, voilà, évidemment, une situation imaginaire, hein, c'est bien marqué, documentaire fictif, et pourtant, ils ont pu puiser, hein, si j'ose dire, à volonté, hein, dans un bassin d'images existant pour imaginer une situation de crise. Ça vous laisse entrevoir quand même ce qu'est la réalité, puisqu'ils n'ont pas eu besoin d'inventer en fait une situation, de retourner des nouvelles images de gens fatigués au Conseil européen. Ces images-là sont déjà là. Dans notre hypothèse, Matteo Renzi, le président du Conseil des ministres italien, vient demander à l'Europe le sauvetage de son pays, contraint de reconnaître son impuissance face à l'ampleur de la crise italienne. Qu'est-ce que l'Italie demande? L'Italie demande seulement du respect. Il ne s'agit pas de demander une position spécifique ou une autre. Il s'agit de demander le respect. Voilà, donc ça commence, hein, évidemment, l'Italie demande du respect. Bon, ce qui déjà, en plus, démontre bien hein, l'état des relations entre les pays de l'Union. Hein, qu'un pays en vient à demander du respect de la part des autres. Voilà, on me dit l'UE compte 28 pays, mais pas 19, effectivement. Mais il s'agit du Conseil de la zone euro. Donc c'est pour ça qu'il y a moins de gens dans le Conseil de la zone euro. Et particulièrement envers un pays fondateur comme le nôtre. À l'origine de cet appel au secours, la faillite, quelques semaines auparavant, de 4 banques italiennes particulièrement fragiles, celles qui n'avaient pas réussi les tests de résistance de la... Alors oui, les fameux tests de résistance qui ont été mis en cause, et vous savez, selon ces propres tests, hein, ceux de l'année dernière, il y a plus de 25 banques, elles, qui n'auraient pas pu passer ce test, non pas ces simples 4 banques italiennes, et selon certains, on en sera des taux plus importants parce qu'on tricherait sur les comptes. Donc je vous laisse imaginer, voilà, ces 4 banques italiennes n'est rien hein, devant la véritable ampleur du désastre. Banque centrale européenne, en octobre 2014. Par contagion, le système bancaire italien tout entier s'est effondré. Les sommes que les Européens devraient injecter pour sauver la 3e économie de la zone euro sont colossales. L'Europe n'en a juste pas les moyens. Il faut dire que l'on parle de 300 milliards d'euros, 3 fois plus que pour sauver la Grèce en 2011. En Italie, une crise politique et sociale éclate et menace de balayer Matteo Renzi. Alors, ce qui est pour le moins saisissant, c'est que donc l'Italie est déjà confrontée à cette situation-là. Hein, l'Italie a connu des périodes de troubles sociaux hein, qui ne sont d'ailleurs pas terminées, tout comme en Grèce et comme tous les pays qui sont touchés par cette crise de l'euro. Donc l'Italie, un peu la victime, mais n'est pas le seul pays hein, qui fait face à une situation dramatique. On pense aussi à l'Espagne, qui est dans une situation très dramatique. Plusieurs dizaines de milliers de personnes ont défilé aujourd'hui dans les rues de Rome pour protester contre la politique d'austérité. Voilà, alors documentaire fictif avec de vraies images, parce que les images qu'on nous présente comme étant la projection d'un futur sur une éventuelle sortie de l'euro sont en fait les images de la conséquence même de notre appartenance à l'euro, hein, pour ce qui concerne l'Italie, la Grèce, l'Espagne, etc. L'austérité du gouvernement. L'image
l'image que nous donnons au monde est terrible. Et l'image que nous avons de Noël aussi est terrible. Beppe Grillo, chef du parti 5 étoiles, que tous les sondages prédisent déjà prochain leader du Conseil italien. Voilà, Beppe Grillo. Alors Beppe Grillo, il a fait une demande en fait pour une pétition pour sortir de l'euro. Mais pour qui s'intéresse au cas de Beppe Grillo, on voit bien que derrière, il n'y a pas de volonté politique sérieuse de sortir de l'Union européenne et de marquer justement cette sortie de l'euro avec cet acte fort. Moi, j'attends de voir. Parce que, voilà, on me dit ce qui est hallucinant, c'est qu'on voit l'Italie au bord du gouffre alors qu'elle sera la 3e dans le classement. Aucune conclusion, évidemment, sur les causes qui seraient l'euro, mais juste sa sortie, c'est orwellien. Entièrement d'accord, mon cher Lacan. Annonce clairement ses intentions pour sortir de la crise. Il y a déjà 37 milliards d'euros qui sont sortis du pays en un mois, qui se sont barrés à l'étranger. Et moi, je lance un appel à Renzi. S'il te plaît, Renzi, continue comme ça. Dépêche-toi, fais exploser ce putain de pays, comme ça finalement on verra clair dans ton petit jeu de destruction de ce pays. Oui, voilà, la fuite des capitaux, mais celle-là, on l'a déjà connue. C'est-à-dire, ce n'est pas conséquent à une sortie de l'euro, puisque ceci est la situation à l'heure actuelle, avec les fuites des capitaux en Italie, en France, en Espagne, et on sait que ces capitaux se dirigent essentiellement vers l'Allemagne, qui les accueille parce que justement c'est la solidité de la banque allemande, de la Bundesbank et de l'économie allemande qui attire tous ces capitaux qui deviendront ensuite autant de dettes toxiques et que l'Allemagne devra payer. Vous comprenez pourquoi les Allemands sont très fâchés. Nous devons sortir de l'euro le plus tôt possible. Et si l'Italie décidait de sortir de l'euro? Et si la France devait la suivre? Ce film raconte la déconstruction d'un système économique et monétaire que nous avons mis 22 ans à construire. Oui, voilà, bon, on commence déjà par vous culpabiliser, oui, que nous avons mis 22 ans à construire. Alors, c'est saisissant parce que toutes les dates changent. Je verrai plus tard, elle va nous dire, ah ben on a mis le système en 3 ans. Et puis, si cette dame veut faire de l'histoire, si ces gens qui ont fait ce documentaire veulent aller plus loin, dans ce cas, ce n'est pas 22 ans de construction pour faire l'euro, puisque les premières notes qui émanent donc de la CIA vers Robert Marjolin, l'ancien président de la Commission européenne, et qui le conseille d'organiser en fait de mettre en forme les bases nécessaires à l'établissement d'une monnaie unique sans faire de débat jusqu'au moment où ces mesures deviendraient virtuellement inévitables. La note même, c'était en 1965. Donc 22 ans, il y a des choses à revoir visiblement. La monnaie unique offrira plus d'emplois, plus de croissance. Oui, voilà, c'est ce qu'on aura le Baratin de l'époque. Évidemment, on vous remet un petit coup de Maastricht, un peu de nostalgie, j'ai envie de dire. Mais c'est à vous, Français, à vous qui avez voté oui à la France, oui à l'Europe, oui à l'espoir, que va d'abord ma gratitude. Plus de 300 millions de personnes vont utiliser la même monnaie dans une zone qui s'étend au-delà de Lisbonne, de Helsinki, de Dublin et d'Athènes. Et nous créons ainsi la 3e grande zone monétaire au monde. Nous devons opposer une solidarité sans faille à tous ceux qui doutent de la viabilité de l'euro et qui spéculent sur son éclatement. Voilà, bon, vous avez les petits extraits, sont bien croustillants. Sarkozy, évidemment, n'a pas le droit de douter. Vous voyez bien que c'est religieux, on est dans le dogme, où le doute n'est pas permis. On n'est pas dans le raisonnement où chacun pourra amener une argumentation, contre-argumentation. Non, vous n'avez pas le droit de douter. Voilà, donc c'est comme en religion, c'est du dogme. Cette commission sera la commission de la dernière chance. C'est le grand enjeu de l'Europe. Si elle n'est pas capable d'offrir un espoir à la génération qui vient, les peuples se détourneront de l'Europe. Choc, séisme, déchirure, les mots peinent à décrire l'événement. L'Italie, la 3e puissance économique de la zone euro, a annoncé ce matin l'abandon de l'euro pour retrouver la lire, immédiatement dévaluée de 25%. Voilà, donc ça, je m'arrête un peu là sur ce qui vient d'être dit, parce que on nous dit la lire, donc enfin l'Italie sort de l'euro, revient à la lire,
immédiatement dévalué de 25%. D'accord, mais qu'on nous explique par quelle baguette magique cette opération. Parce qu'on le verra plus tard, tout cela ne sont que des postulats que avancent, mais qui ne reposent sur rien. Il n'y a aucune réalité économique ni du raisonnement là-dessus. On va comprendre pourquoi. L'Italie qui sort, ce sont les autres pays maintenant de la zone euro réputés fragiles qui sont menacés. L'Espagne, le Portugal, mais aussi la France. Alors, c'est ça qui est intéressant. On parle d'Espagne, Portugal. On aurait pu citer la Grèce, quand même, je pense. On aurait pu citer l'Irlande, on aurait pu citer Chypre, on aurait pu citer, vous voyez, les pays qui ont prouvé montrer des signes de maladie extrême. Non, on nous dit, c'est rien ni plus ni moins que l'Italie, la troisième économie qui sortirait de l'euro. Et malgré ça, l'euro continuerait à vivre. Alors, quel sera l'impact de la sortie de l'Italie sur notre pays? Quelles en seront les conséquences économiques, politiques et sociales? Nous y consacrerons l'intégralité de cette édition. La sortie de l'Italie est une nouvelle catastrophique parce que c'est la preuve que l'euro n'est pas capable de régler ses problèmes les plus difficiles. Oui, ça il nous l'a prouvé. Alors là, vous avez Jacques Attali, vous connaissez tous. Il est toujours, Jacques Attali il sort toujours de son lit, je sais pas, on va toujours le chercher à mon avis à 8h du mat, c'est toujours une coupe, machin, mal rasée, bon je sais pas, c'est Jacques Attali avec il a une tête un peu ressemble à un oiseau, un peu mal déplumé, une espèce de pivert, bon je sais pas, c'est Jacques Attali le matin. Alors, ceci dit, voilà, donc vous voyez un peu la teneur du reportage, quand on connaît ce personnage et son idéologie, et donc, oui, c'est une nouvelle catastrophique, l'euro, si l'Italie sort, c'est qu'on n'est pas capable de régler les problèmes. Évidemment, si l'Italie sort, c'est aussi... il faudrait peut-être se poser la question sur les problèmes, et peut-être revenir aux sources des problèmes, parce que c'est ça qui n'est jamais évoqué à aucun moment, évidemment, dans ce reportage, les véritables sources des problèmes. Peut-être qu'un pays sorte dans des conditions assez cataclysmiques, parce que faire une monnaie, tout ça... Alors j'adore ce passage. Que l'Italie sorte dans des conditions cataclysmiques, faire une monnaie, tout ça, et vous savez, le signe du mensonge, à la fin, quand on ment, et puis et on a rattrapé, c'est comme dans l'alchimie, hop, son mensonge, il faut bien qu'on explie quelque part. Et donc, oui, voilà, c'est son seul argument, c'est compliqué de faire une monnaie, tout ça. Le Soudan du Sud, il est bien arrivé à faire une monnaie en 3 semaines, mais la France ou l'Italie en serait parfaitement incapable. Montre que, après tout, d'autres pays pourraient le faire, parce qu'il y en a un qui l'a fait. Si un pays lâche la rampe et si les autres ne se mettent pas ensemble pour le rattraper, l'image de la cordée d'alpiniste est la meilleure. Si on ne rattrape pas celui qui tombe, on tombe tous. Si on ne rattrape pas celui qui tombe, on tombe tous. D'accord, mais bon, là, c'est pas ce qui est proposé tout au long du reportage, de rattraper celui qui tombe. C'est ça que vous allez voir, l'escroquerie. Ce matin à 9h, à l'ouverture des marchés financiers, les investisseurs vont, comme toujours, être les premiers à réagir. C'est un premier maillon qui a sauté, on va regarder quel est le suivant et on va déjà penser risque de contagion. Quand on est face à un inconnu, on a, je dirais, ce qu'on appelle l'aversion pour le risque. C'est-à-dire que d'un seul coup, on réagit, je dirais, on veut prendre aucun risque. On veut prendre aucun risque. L'aversion pour le risque. Alors que ce monsieur-là, peut-être, il oublie de nous parler des fameux CDS et d'autres d'autres produits financiers qui ont été inventés pour ne spéculer justement sur la dette des États. Et cette spéculation, comme elle a eu lieu sur la Grèce, comme elle a eu lieu sur l'Espagne, comme elle a eu lieu sur la France, ce sont des attaques, véritables attaques financières. Et donc, quand il nous dit « Oh mais non, on ne veut pas prendre de risques », ce monsieur-là, évidemment, il ne peut pas prendre de risques, mais il va les faire prendre aux autres. Aller à l'endroit où on est sûr qu'on ne va pas perdre son argent, on est à un endroit où on ne va pas perdre en capital. On ne va pas acheter des actions, on ne va pas prêter à long terme à l'État français. Alors là aussi, vous voyez, ça commence assez, je vais dire, sur les chapeaux de roue, puisque c'est l'Italie qui sort de la zone euro, et immédiatement, c'est la France qui est punie. On nous dit, on ne prêtera plus à la France. Alors moi, qu'on m'explique, parce que là, je ne comprends pas, c'est l'Italie qui sort de la zone euro, donc qui devrait rentrer, selon les critères de ces gens, dans une incertitude la plus totale, et pourtant, c'est la France qui est punie. Le lendemain de la sortie de l'Italie de la zone euro, c'est les marchés qui ne veulent plus prêter à la France. Là, on a un pays qui sort, donc on va avoir sûrement une séance très violente. L'attaque spéculative sur les valeurs françaises est en effet violente, massive. Tous les investisseurs cherchent à se débarrasser des actions d'entreprises françaises et des titres de dette de l'État. Le CAC 40 plonge, les ordres de vente s'accélèrent, très vite, il n'y a plus d'acheteurs. On décide à la hâte de clôturer les marchés. France Info. Jean-Pierre Gaillard, Alors là, oui, c'est un peu incompréhensible, mais bon, les marchés s'arrêtent. Bon, je sais pas, on a connu quand même des crises assez phénoménales depuis
2008, mais bon, je ne peux même pas revenir encore plus loin, depuis les années 70 et les années 20 et les années 30 et toutes les crises qu'on a connues dans le 20e siècle. Mais pourquoi, tout d'un coup, la sortie de l'Italie entraînerait une punition et plus personne ne veut acheter d'actions françaises? Voilà, déjà, c'est un postulat qui est donné, qui est, pour moi, nous est balancé comme ça, sans aucune justification. Voilà. Les 16 heures, qu'est-ce qui se passe, Jean-Pierre? C'est l'arrêt des cotations. On arrête les cotations pour pas que des excès soient commis, que ça parte dans tous les sens. Je ne sais pas ce qui va se passer et quand on va pouvoir reprendre les cotations. On ne pouvait pas y croire. Or là, ça y est, c'est arrivé et c'est effectif. Oui, c'est catastrophique, oui, je le dis. On est dans la phase panique, donc on n'est pas dans la phase réflexion. Peut-être après, on essaiera d'évaluer les dégâts, d'évaluer les conséquences, de faire des scénarios économiques. Là, on est dans la phase un petit peu réaction de court terme, sans grande réflexion et surtout de désengagement de la zone euro. Voilà, désengagement de la zone euro. Donc l'Italie, je le rappelle, à ce moment du reportage, on en est juste à la sortie de l'Italie. Conséquence immédiate, ce sont les marchés qui punissent la France. Donc ça n'est pas expliqué. Voilà, je ne sais pas pourquoi il n'y a pas d'attaque contre l'Italie, par exemple. Je ne sais pas pourquoi ce sont les taux d'intérêt de la France qui montent. Tout ça ne nous est pas expliqué. On me dit quelles entreprises françaises on les perd toutes. Exactement, on y reviendra, mon cher Frisky, justement, parce qu'il parle à un moment, évidemment, des entreprises. Vous allez comprendre. Ah, alors, il y a toujours des pauses qui sont très intéressantes dans ce documentaire, puisque ce sont les moments où, en fait, entre les séquences, on nous met des couvertures fictives de magazines, ce qui démontre d'ailleurs au passage, et vous allez bien le voir, le rôle des médias dans cette affaire. Et là, on voit l'affiche de Marianne, donc voilà, un grand titre national, avec le retour de la pensée unique. Ciao l'euro, l'Italie fait vriller les marchés. Le retour de la pensée unique. D'accord. Donc ça voudrait dire que sortir de l'euro, c'est revenir à la pensée unique. Ça, il faudrait quand même qu'on nous explique pourquoi. Parce que moi, je pense que c'est plutôt l'euro qui est dans la pensée unique. Mais ciao l'euro, l'Italie fait vriller les marchés. Ouais, d'accord. Et puis apparemment, les marchés s'en prennent à la France. L'Europe, elle est une nouvelle fois devant des choix cruciaux au moment même où je m'exprime. Et la France s'interroge dans un climat de défiance lourd sur son avenir. Oui, bah évidemment, la France s'interroge. Ouais, c'est un peu creux ce qu'il dit, mais bon. Il n'a pas fallu plus de 24 heures pour que la classe politique dans son ensemble digère le retrait italien et envisage les conséquences pour la France. Va-t-on nous aussi sortir de l'euro? Doit-on sortir de l'euro? La situation est difficile et la symbolique, et non seulement la symbolique, mais la réalité de voir un pays sortir de l'euro est évidemment extrêmement grave et on aurait dû tout faire pour éviter cela. Mais voilà, nous n'avons plus le choix et donc maintenant, en France, nous devons être suffisamment courageux pour prendre les mesures qui nous permettent de rester avec la partie la plus développée de l'Europe plutôt que de basculer vers le groupe des plus mauvais. Alors là, c'est super, Mariton, donc député, qui nous explique. Donc nous, il faudrait que nous restions avec les plus riches, en gros, de l'Union européenne, et puis qu'on se débarrasse des plus mauvais. Vous voyez, tous les européistes, tous ceux qui s'attachent sans cesse à vous faire les éloges de cette Union européenne, ces gens-là, dès que vous allez, on va dire un peu gratter, ils vous sortent toujours ce discours-là, en se disant, il y a des pays supérieurs à d'autres dans l'Union européenne. Donc l'Union européenne, en fait, n'est qu'une union de pays supérieurs qui vassalisent d'autres, vassalisés par un grand tout. Donc là, on a encore la preuve de cette soi-disant solidarité européenne qui n'en est pas. Ouais, Hervé Mariton, il vous dit carrément les plus mauvais. Les autres sont carrément mauvais. On croirait si on prenait des notions de bien et de mal, mais en quoi ils seraient mauvais? Ils sont peut-être moins performants, mais en quoi ils seraient mauvais? Parce que mauvais, il y a une dimension un peu morale presque, vous voyez, dans ce jugement. Mais ça signifie bien que l'Union européenne, c'est bien un petit club de pays qui exerce quand même une domination sur les autres. Croyez-moi, amis hongrois, slovaques qui nous écoutaient, polonais, lituaniens, etc., roumains, hongrois, qui pensaient pouvoir un jour compter et que votre voix puisse se faire entendre dans ce Parlement, ne rêvez pas. Voilà, vous voyez comment pense en tout cas le reste de la classe politique des pays, des dirigeants européens, c'est que pour eux, vous ne comptez pas, vous êtes mauvais. Est-il encore possible, à l'heure où on parle, de maintenir malgré tout la cohésion de la zone euro? Il faut en discuter notamment avec l'Allemagne. C'est aussi, ça saisissant toujours ces propos, il faut en discuter avec l'Allemagne.
Il y a 28 pays dans l'Union européenne, comme vous avez remarqué tout à l'heure, il y en a 18 dans l'euro, je crois, ou 19, on ne sait plus, puisque je ne sais plus si l'Estonie elle est rentrée ou pas. Bref, à la fin, c'est l'Allemagne. Voilà, c'est en fait, le dialogue se résume au PS. D'ailleurs, les gens du PS ont toujours ce discours-là. J'en ai rencontré des tas de gens au PS, ils tiennent toujours ce discours-là. L'Europe, c'est une discussion avec l'Allemagne. Pour les gens du PS, l'Europe se définit entre la relation franco-allemande. Voilà, point. Les 26 autres pays n'ont qu'à bien se tenir et écouter ce qui se dit, c'est tout. De droite ou de gauche, pro-européens, nombreux sont ceux qui redoutent la sortie de la France de l'euro. François Baroin décide alors de rendre public le rapport secret Black Swan. Alors ça, c'est un vrai rapport, effectivement, qu'avait commandé le gouvernement, le rapport Black Swan, qui était une réponse, soi-disant, à la sortie de l'euro et les conséquences. Je rappelle à ce titre qu'à l'époque, d'ailleurs, François Asselineau, lui, qui est inspecteur général des finances, avait fourni un rapport, avant qu'il monte l'UPR, qui, justement, expliquait la fin du dollar et la fin de l'euro, pourquoi et qu'est-ce qu'il fallait faire. Et c'était bien avant ce monsieur Baroin et son Black Swan, un nom déjà américain, Black Swan, on aurait dit une opération de l'OTAN, une Black Ops peut-être. Donc voilà, Black Swan, qui, vous allez voir, il va nous expliquer ce qu'est ce rapport. Commandé à Bercy en 2011, au plus fort de la crise grecque, alors qu'il était ministre de l'économie. Un rapport qui chiffrait précisément le coût d'une sortie de l'euro. Alors un rapport qui chiffre précisément le coût d'une sortie de l'euro. Donc vous allez voir les chiffres précis de François Baroin. La conclusion était assez simple, c'est une évaluation de 20 à 30%. Une dévaluation de 20 à 30%. D'accord, bon ça c'est pareil. Aléatoire, on vous balance des dévaluations comme ça dans la figure, bon voilà. C'est une montée pour la France de sa dette à 130%. Pourquoi? C'est pareil, une montée de sa dette. Mais la dette de la France, elle est déjà en train de monter. On n'a pas besoin d'attendre de sortir de l'euro. 130%, on va y arriver bientôt. Donc ça, vous voyez, c'est que des faux arguments, attention, qui sont présentés. C'est une perte de pouvoir d'achat de l'ordre de 20 à 30% pour les salariés. Ah bon, pour les salariés? Peut-être pas pour les autres. C'est sûr que ces messieurs-là qui touchent des retraites de Premier ministre et autres avantages à plusieurs milliers d'euros par mois sur le compte du contribuable, ils ne seront pas impactés effectivement par d'éventuelles dévaluations. Mais qu'on nous explique en quoi ce monsieur-là, il a décrété qu'il y aurait 20-30% de dévaluation. Voilà, d'où ça sort, comme ça. Bon, il y a 30%, hop, 30% de dévaluation. C'est comme ça, c'est Baroin qui l'a dit. Mais non, à un moment donné, qu'on nous explique pourquoi. Et vous allez voir en plus en quoi tout ça est très contradictoire et ne tient pas avec les événements eux-mêmes, comment ils les présentent dans ce reportage. On avait calculé également que c'est la disparition dans le secteur marchand d'1 million d'emplois immédiatement. C'est, si l'État n'intervient pas, c'est-à-dire en gros si l'État ne nationalise pas les banques, un éclatement du système bancaire. Ça c'est pour la partie, je dirais, paisible et aimable du dispositif. Et... sincèrement, l'État qui nationalise les banques, j'ai envie de dire en quoi ce serait négatif pour l'économie française. Puisque déjà, on a aidé, je le rappelle, déjà dans la crise de 2008, on était à il me semble, des aides qui sont montées jusqu'à 800 milliards d'euros sur la zone euro pour sauver les banques européennes. Alors, je ne sais pas de quoi il nous parle, en sortant de l'euro, tout d'un coup, tout deviendrait plus cher. Il y a toute la partie que l'on ne maîtrise pas, qui est la spéculation mondiale et qui est la réalité de l'éclatement d'une monnaie aussi forte que l'euro dans une économie mondialisée, globalisée, comme nous l'étions déjà en 2011. Voilà, c'est toujours la même rengaine. Nous sommes dans une économie mondialisée, dans une économie globalisée, donc nous ne pouvons rien faire. Donc forcément, on nous parle de finances et de spéculation internationale. Mais vous savez très bien qu'au terme du fameux article 63 qu'empêche toute restriction aux échanges de capitaux entre l'Union européenne, y compris avec les pays tiers, c'est-à-dire entre pays de l'Union européenne, mais aussi avec les pays hors de l'Union européenne. Donc évidemment, tout ça volerait en éclats. Et vous allez comprendre pourquoi l'escroquerie, le passe-passe que ces gens-là nous ont préparé dans le reportage. Pour le groupe Union pour un mouvement populaire, vous avez la parole, monsieur Baroin. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse... Fort de ce rapport Black Swan, François Baroin, désormais sénateur, exhorte le chef de l'État et tous les Français à s'accrocher à l'euro. Mais pour d'autres, la sortie de l'Italie représente une véritable opportunité pour la France. C'est quoi votre première impression ce matin ? Donc voilà, vous l'avez tous reconnu, lui c'est un fervent anti-euro, bien que Nicolas Dupont-Aignan, que j'ai déjà rencontré,
à plusieurs reprises, et pour lequel je pense qu'il a une contradiction majeure dans son raisonnement, et c'est peut-être pour ça qu'il apparaît dans ce reportage, hein, non pas comme d'autres, je pense évidemment à l'UPR, parce qu'il refuse la notion de sortir de l'Union européenne. Or, comme la Commission européenne l'a rappelé elle-même, on ne peut pas sortir de l'euro sans sortir de l'Union européenne. Voilà. Hein, comme je l'ai dit, la Commission elle-même l'a rappelé, même s'il y avait des gens qui le disaient depuis longtemps, que c'est dans les traités, il suffit de lire. Et ben voilà, c'est pour ça que Nicolas Dupont-Aignan a toute sa place dans ce reportage, qui garde, somme toute, une grande ambiguïté. Et vous allez voir qu'il n'a jamais été, à aucun moment, qu'il ne sera jamais soulevé sur le fait qu'un pays ne peut pas rester dans l'euro et appartenir à l'Union européenne. Que de temps perdu à attendre cet heureux événement. Que de temps perdu, de souffrance, de chômeurs, alors qu'enfin l'Italie va pouvoir respirer, et vivement que la France ait le courage de faire de même. Il faut arrêter avec la dramatisation. Ce ne sont que les banques qui ont peur, bien sûr, parce qu'elles vont gagner moins d'argent, certains rentiers, mais pour la grande majorité de la population, c'est un soulagement. Et enfin, on va retrouver notre liberté vis-à-vis de l'Allemagne, et ce n'est pas à l'Allemagne de dicter sa loi à la France. Voilà, donc il ne parle pas de sortie de l'Union européenne, c'est pas à l'Allemagne de faire la loi, mais bon, les Allemands ne veulent pas payer, hein, qu'on arrête avec cette vision, tu vois, ça c'est pareil, c'est toujours dans la continuité de l'émission qu'on avait faite sur l'Allemagne, justement, où on veut toujours affubler les Allemands d'être des horribles méchants, hein, qui comploteraient évidemment contre toute l'Europe, hein, avec leur euro, et qui voudraient évidemment diriger. Mais les Allemands, ils jouent pour leur intérêt, ce qui est normal, mais surtout, ils n'ont pas envie de se laisser, entre guillemets, piéger à payer la facture pour tout le monde. Hein, un peu comme si vous dîniez avec vos amis, puis on vous dit de toute façon, à la fin de la soirée, c'est toi qui vas payer pour tout le monde. Eh ben, peut-être que vous ne serez pas d'accord, parce que ça n'a pas été prévu comme ça au départ. Le retour à une monnaie nationale, d'abord c'est une question de souveraineté, car un État, c'est une loi, une monnaie, un territoire. Nous y avons droit, nous avons droit à cet élément de notre souveraineté. Et deuxièmement, c'est un moyen pour retrouver la voie de l'emploi, de la croissance et donc de l'augmentation d'un pouvoir d'achat qui est terriblement bas aujourd'hui. Oui, on a l'habitude de cette rhétorique Marine Le Pen. Bon, tout ce qu'il y a de plus classique, voilà. Et encore une fois, la question de la sortie de l'Union européenne n'est toujours pas posée et elle ne le sera pas. À partir du moment où le gouvernement français sera confronté à la décision du gouvernement italien de quitter la zone euro, le gouvernement français n'aura pas d'autre choix que de quitter lui aussi la zone euro. Voilà, Jacques Sapir, hein, voilà, qui est un des seuls avis partisans de la sortie de l'euro, comme c'est précisé dans la description, qui était plutôt mécontent d'ailleurs de son apparition dans ce reportage, parce qu'il pense s'être fait un peu duper par rapport aux propos. On le verra un peu par la suite, on comprend que la question qui est posée, la réponse est en fonction de la question souvent. Et là, on a l'impression qu'il y a un jeu biaisé par rapport aux questions et comment c'est placé. Voilà. Bien sûr, le débat pro ou contre la sortie devient national. Bien sûr, le pays entier ne parle que de ça. On a un tout petit peu de temps pour réagir. L'Italie a annoncé sa décision juste après notre bouclage. On a donc quelques jours pour la semaine prochaine. Et donc il faut dépasser le cas italien quand on est un hebdomadaire. Et nous titrerons sans doute la semaine prochaine « Sauvons l'euro ». Ah, ben voilà, hein, on ne pouvait pas en attendre moins d'un Christophe Barbier, hein, qui montre encore une fois que les médias sont vraiment essentiels, vous savez, dans leur rôle de chien de garde du système et de maintenir tout ça en place. Donc Christophe Barbier, hein, qui donc ne fait pas du tout un travail, on va dire, allez, de prendre un peu de recul, qu'est-ce que dit l'un, qu'est-ce que dit l'autre. Non, pas du tout. Lui, il dit sauvons l'euro. Il dit on a toujours été là pour ça. Nous, on est là pour sauver l'euro. Donc lui, il est acquis au dogme, hein, il nous le dit, et ça, c'est l'ensemble de la classe médiatique française, hein, qui est complètement acquise, complètement soumise à tous les dogmes européens, et donc ce dogme de l'euro, et il nous est imposé, voilà, dans l'univers médiatique, avec quasiment aucune contre-parole, aucun contre-pouvoir, hein, face à ce monsieur. Est-ce que cette question va dominer tous les autres sujets dans les mois qui viennent ? Incontestablement, on est en train de vivre un choc comme on n'en a pas connu depuis 25 ans, c'est-à-dire depuis la chute du mur de Berlin. C'est-à-dire un événement historique qui réécrit complètement l'histoire de l'Europe, qui redistribue les cartes
pour tous les pays de l'Union européenne et notamment ceux de l'euro. Donc oui, on va en parler dans ce journal pendant au moins 3 ans, c'est-à-dire pendant au moins la période qui nous sépare de la présidentielle française et du renouvellement en Allemagne du pouvoir. Désormais, le sujet majeur unique de la politique nationale française, c'est quelles sont vos solutions pour l'euro et pour l'Europe. Oui, j'ai envie de dire que ce monsieur a beaucoup de retard parce que ce sujet justement de l'euro et de l'Europe devrait être au centre de toute la politique française vu qu'on ne décide de plus rien. Donc je trouve ça, vous voyez, un peu presque assez cocasse de voir de se dire il faudra attendre qu'il y ait la sortie de crise d'un pays de l'euro pour qu'on va se poser la question de savoir si notre avenir dans l'Union européenne et si l'euro doivent être au centre de nos préoccupations politiques, ce qui n'est pas le cas. Eh bien oui, et pourtant c'est bien la preuve, vous voyez, que ces gens-là se foutent de nos gueules toute la journée parce que nous sommes déjà dans la situation où l'Union européenne, l'euro, devrait être au centre de toutes nos préoccupations politiques et dans la bouche de tous, évidemment, nos dirigeants. On me dit, l'écharpe rouge, effectivement, l'écharpe qui fait très très mal. Dès que je vois Barbier, peu importe, je change de chaîne ou j'éteins directement la télé. C'est vrai qu'il est très dur. On me dit, François Asselineau n'est-il pas pour la sortie de l'euro, ne pas dit qu'il prétendait vouloir sortir de l'euro. Bien sûr que si, François Asselineau veut sortir de l'euro, mais pas seulement, parce que lui, il est très cohérent, il veut sortir de l'Union européenne et de l'OTAN aussi, parce que on comprend bien que c'est une machine qui est imbriquée ensemble, il faut savoir comment ça fonctionne, et la cohérence, c'est effectivement qu'on ne peut pas de toute façon sortir de l'euro sans sortir de l'Union européenne, et que rien ne sert de sortir de l'Union européenne en restant dans l'OTAN. Ça va trier parmi le personnel politique, parce qu'on voit ceux qui ont des choses à dire et ceux qui ne tiennent pas la route. Voilà, donc là on a sa petite couve, sympa, sauvons l'euro, fuite des capitaux, ces Français qui anticipent. Argentine, Royaume-Uni, Chypre, 10 choses à savoir sur le bank run. Ça veut dire que l'État encouragerait presque un bank run à les entendre, parce que comment ça se passe là dans cette configuration-là, c'est inviter évidemment l'ensemble de la population à aller se précipiter sur tous les distributeurs de billets pour retirer son argent. Depuis 3 jours, les Français n'ont jamais autant entendu parler de monnaie, de dévaluation compétitive, d'inflation importée. Ils s'inquiètent. Et si la France, elle aussi, abandonnait l'euro? C'est pas la grosse sérénité en France. C'est inquiétant, mais c'est ça l'euro. Je suis en train de voir s'il faut changer le placement avec acheter de l'immobilier, déplacer, je sais pas. Très vite. Acheter de l'immobilier, déplacer. Je trouve ça un peu extrême, mais bon. Vite, la question est sur toutes les lèvres. Comment conserver son épargne si tout tourne mal? D'autant plus qu'en Europe, les Français sont dans le trio de tête de ceux qui épargnent le plus. Alors là, on va comprendre cette question de l'épargne et c'est très intéressant. Cette année, comme les précédentes, les Français ont épargné presque 16% de leurs revenus, placés en immobilier ou en épargne financière. En 2014, celle-ci a atteint le record de 4 000 milliards d'euros, l'équivalent de 2 fois la dette de la France. Avec presque 40% de ce montant, l'assurance vie est le placement préféré des Français. Voilà, donc là, on va assister à un petit rendez-vous chez le banquier. Vous allez voir, vous allez me dire si votre banquier il est comme ça. Je vous en prie. Si bien, Patrice Amance s'occupe du patrimoine de ses clients, mais aussi de leurs inquiétudes. Merci de me recevoir. Je vous en prie. J'imagine pourquoi vous êtes là. Mais oui, je voulais vous voir parce que l'actualité est un petit peu chaude en ce moment. Enfin, tout le monde parle que de ça un petit peu partout dans la presse et les médias. Je me demande bien comment on pourrait anticiper donc ce retour au franc. Qu'est-ce qu'il faut faire en urgence pour prendre le moins de risques. Alors, pas prendre de risques, c'est assez compliqué de le préciser aujourd'hui, mais d'essayer d'en prendre le moins possible. Alors, pas prendre de risques, c'est assez compliqué aujourd'hui. Je suis désolé, on nous a parlé de produits d'assurance vie. Les produits d'assurance vie sont des produits risqués. Il faut le savoir. Vous pouvez vous retrouver le lendemain avec ces banques justement qui font faillite et tous les gens qui ont placé leur argent dans ces assurances vie ne pourront pas les récupérer. Ce sont déjà des produits risqués et qui sont vendus à tour de bras justement comme des produits non risqués alors que c'est faux. C'est absolument faux. On avait beaucoup parlé ici avec Pierre Jovanovic, je me rappelle avec Norman Palma, etc. On avait parlé de ces produits-là et ce sont quasiment les pires produits. Donc déjà, ce qui nous a été présenté comme soi-disant, vous voyez bien, en plus là, c'est le travail de la propagande puisqu'on vous dit que c'est un placement sûr, le placement d'assurance, alors que justement, c'est un placement risqué. On va parler du livret A, du LDD par exemple, des petits comptes que vous avez à la banque. Ça, ce sont des liquidités qui sont aujourd'hui libellées en euros, qui demain vont être libellées en francs. Oui, alors, qu'est-ce que ça change?
Hein, si j'ai une dette, hein, j'ai mon compte où j'avais mes 15 000 euros, ils vont devenir 15 000 francs. Et alors? Donc là, forcément, c'est une dévaluation de 20-30%. Ah, pourquoi c'est une dévaluation encore, cette fameuse dévaluation, hein, ces gens-là vous brandissent la dévaluation à tour de bras sans qu'on comprenne d'où qu'elle vienne. Voilà, il y a une dévaluation. Hein, voilà, je passe en francs, il y a une dévaluation. Votre épargne va s'amaigrir. Il faut en sortir au maximum. Donc en sortant du bureau, la première des choses, vous avez un guichet en face, vous allez commencer à retirer le maximum d'euros. Alors là, c'est quand même assez étonnant. Vous avez un banquier qui vous conseille le bank run. Donc les banquiers vous conseillent d'aller au distributeur retirer votre argent, de provoquer un cataclysme. On n'a jamais vu ça, quoi. Ce sont les banquiers qui poussent les clients en disant allez retirer l'argent, allez retirer l'argent. Hein, vous voyez, la dernière fois qu'on a fait ça, c'était Eric Cantona, Yann Sarfati, donc ça n'avait rien à voir. Mais là, ce sont les banquiers. Donc les banquiers nous disent d'aller faire un bank run. Vous pouvez aussi, par le biais de la banque, tant que cela fonctionne, acheter de l'or. Par le biais de la banque, acheter de l'or. Alors surtout, ne faites jamais ça, n'achetez pas d'or avant de banquer, vous n'en verrez pas un gramme. Hein, vous ne savez pas quel or. On a fait de nombreuses émissions ici sur l'or, vous avez bien vu, l'or c'est une escroquerie chez les banques. Pourquoi vous avez acheté de l'or à votre banquier? On va vous vendre les fameux ETF. C'est pas de l'or, c'est de l'or papier. Vous voyez bien l'oxymore, hein, de l'or papier. En fait, vous achetez un soi-disant or qui serait quelque part et que vous aurez... C'est de la connerie. C'est de la connerie, ça, de nous expliquer qu'on va acheter de l'or à la banque, c'est faux. Hein, je vous dis, on vous vend des ETF. Les ETF, c'est du papier sur l'or, hein, puisque en plus, hein, ça aussi, pareil, on avait parlé avec Jovanovic, et il le décrit très bien dans son livre, les banques qui achètent et qui louent des stocks d'or, justement, pour revendre de l'or, hein, à cette dame, à qui elle va vider son compte pour aller acheter du papier or, hein, et elle a engraissé les caisses de la Fed. Mais c'est complètement de la propagande. L'avantage de l'or, c'est que c'est la valeur refuge, et c'est une valeur internationale qui, elle, n'aura pas de déperdition. C'est une valeur internationale qui n'aura pas de déperdition. Sauf que le taux est complètement manipulé, évidemment, le taux de l'or, entretenu artificiellement, vous le savez, par la Fed et d'autres. Encourageriez aussi à investir peut-être, à transformer une partie des du cash de l'or sur ce qu'on peut sortir, sur vos liquidités qui sont présentes en banque aujourd'hui. Du cash de l'or, c'est ce que conseille donc le banquier. Le banquier vous dit, sortez votre cash. Donc il encourage au bank run et acheter de l'or qu'il n'a pas au demeurant, hein, puisque donc on va acheter son or papier. Voilà. Ça dans un premier temps. Et ensuite il va rester effectivement par contre le support d'assurance vie. La première des choses, puisqu'elle est aujourd'hui déposée en France, il faut absolument faire un rachat total du contrat. On a mis en place un transfert possible du contrat luxembourgeois. Et donc le banquier encourage l'évasion fiscale au passage. Donc on nous parle de... Non mais il est saisissant ce banquier. Hein. Donc c'est le bank run, acheter des ETF et en plus aller migrer votre argent au Luxembourg ou pourquoi pas aux îles Caïmans. Hein. C'est déjà excellent, oui, effectivement, oui. C'est doit être le banquier de Cahuzac, effectivement. Ouais. Le comportement des dirigeants d'entreprise suit la même logique. Anticiper le passage éventuel au franc et s'en prémunir. Ah, alors là, le discours est toujours saisissant. Anticiper le passage éventuel en franc et pourtant s'en prémunir. Déjà, s'il y a un passage au franc et que tout ça est décidé par l'État, je vois pas comment il pourrait s'en prémunir plus que les autres. Mais en plus, vous savez, les choix des mots aussi, s'en prémunir. On se prémunit de quelque chose qui nous ferait du mal, vous voyez, quelque chose qui est négatif. On se prémunit d'une maladie, on se prémunit d'un danger. Donc là, s'il y a un passage au franc, en quoi ils ont à se prémunir? Se prémunir de quoi? Et quand on est passé du franc à l'euro, ils se sont prémunis aussi, ces gens-là? Notre trésorerie, cette cagnotte de l'entreprise, hein, quand on en a une, on va immédiatement la transformer dans une valeur refuge, dans une monnaie qui va nous paraître rester stable, probablement. Alors, une monnaie qui va nous rester stable. Lui aussi, il nous conseille d'aller changer notre argent dans une devise étrangère. Le dollar. Le dollar. Et ça, c'est drôle, vous voyez, parce que son conseil, c'est de changer votre argent en dollars. Le dollar est une monnaie très stable, effectivement. Hein, enfin, ce qui est plus stable du côté des États-Unis, à mon avis, c'est l'armée américaine plutôt que le dollar. Et changer son capital dans une monnaie de singe, une monnaie de PQ, hein, qui vaut pas plus que les billets, justement, je repense à Jovanovic avec ses billets qu'il avait lancés partout, parce que le dollar ne vaut pas plus que ces billets-là. Hein, je trouve vraiment ce monsieur, c'est de la moquerie organisée de conseiller ça aux gens. Et donc, on va voir s'effectuer immédiatement la fuite des capitaux. Vous avez une entreprise, vous ne pouvez pas dire par patriotisme, vous voulez faire l'autruche. On attend de vous que vous preniez vos responsabilités qui vont être effectivement de protéger la valeur de votre entreprise, bien sûr.
par patriotisme. Vous voyez, hein, ça c'est au passage, hein, dans la psychologie, on dénigre aussi le patriotisme parce que penser patriote, eh ben, ce serait négatif, vous voyez, ce serait ne penser qu'à sa tête. Hein, c'est une forme d'égoïsme, une forme de je ne pense qu'à moi, je fais mon patriotisme. S'il n'y a rien d'illégal à vouloir retirer son épargne ou sa trésorerie, vider et transférer ses comptes, un problème se pose tout de même pour les banques, et il est de taille. On ne peut pas redonner tous les avoirs à tout le monde au même moment, alors que l'argent est prêté ailleurs, précisément. Ah bon? L'argent est prêté ailleurs, précisément. Ben, c'est pas... Mais on sait que... Mais monsieur, comment ça, vous prêtez mon argent? Moi, j'ai l'argent chez vous, je suis censé pouvoir le retirer comme je veux, puisqu'il est chez vous. Ah non, vous le prêtez ailleurs. Hein? Mais ça, c'est un énorme mensonge, puisque ce monsieur, hein, comme l'ensemble des banques, fait de l'argent avec des crédits. On sait que les réserves fractionnaires, c'est-à-dire ce qu'on lui demande d'avoir en réserve pour pouvoir accorder un crédit, c'est-à-dire une somme qui va créer ex nihilo en appuyant sur son ordinateur, c'est de l'ordre de 2-3%. Donc, ce qui veut bien signifier que sur un prêt d'1 million, vous allez faire quasiment 10 fois plus d'argent avec 1 million. C'est ça le principe, hein, vous savez, de la banque. Alors, ce monsieur nous dit, ah bah oui, mais tout le monde va venir retirer son argent en même temps, il n'y aura plus assez d'argent parce qu'on l'a prêté ailleurs. Ah bon, ailleurs, mais à qui? Ils sont prêtés à 6 mois, à 5 ans, à 3 ans. Si les banques... Ça, c'est vraiment le mensonge, hein, parce que l'argent prêté par les banques n'est pas prêté par exemple, vous voyez, c'est pas moi qui place mon épargne et cet argent-là va être utilisé pour prêter à quelqu'un d'autre. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. On calcule le taux de réserve qui existe dans la banque et on dit vous avez le droit d'accorder tant de crédits. Et quand quelqu'un va pour contracter un crédit, une dette auprès de votre banque, eh ben, la banque va créer cet argent. Donc cet argent, il va être créé ex nihilo, il n'existe pas. Il va être porté à votre crédit. Et puis ensuite, il est créé sur la base de la promesse de votre remboursement. C'est tout. Donc quand ce monsieur me dit, oui, là, il nous fait croire, vous savez, aux fables de ce qu'on fait croire à la population depuis des dizaines d'années, c'est que les banquiers, en fait, prennent l'argent des comptes et puis avec l'argent des comptes, ils prêtent à d'autres gens et puis ils jonglent comme ça. C'est faux. Ça, c'est faux. Ça, c'est faux. C'est faux. Alors ça, c'est sûr qu'il joue avec notre argent, ça, je ne vous fais pas dire. Mais ce monsieur-là, il crée tout cet argent ex nihilo. Cet argent, il est créé de rien. Tous ces crédits-là, justement, qui disent « Ah ben, on ne pourra plus faire de crédit, vous allez voir. » Sont une épargne qui veut fuir. Elles ne peuvent plus financer les projets. Ah bon? Parce que les projets sont financés par l'épargne. Et ça donne des conséquences en chaîne qui sont très très difficiles à supporter. Ça, si les banques sont plus là pour le faire, il n'y a plus d'économie, il n'y a plus de développement. Ah, sans nous, il n'y a plus d'économie, il n'y a plus de développement. Eh ben moi, monsieur, je serais bien content qu'on se débarrasse justement de gens comme vous pour de la vraie économie et du vrai développement. Parce que ce sont ces parasites-là, vous voyez, qui profitent sans cesse de l'économie et du développement. Hein, ce monsieur, ce président de la BRED, qui dit bah, sans moi, il ne se passe plus rien. Sans moi, vous n'avez plus d'économie. Mais monsieur, on va se passer de vous. Hein, parce qu'on va vous renvoyer justement peut-être à Bruxelles ou où vous voulez. Et vous verrez que l'économie française s'en sortira très bien. Avec ou sans vous, monsieur. D'ailleurs, il avait préparé, vous voyez, ces petites notes, tout ça pour nous dire ça. Le risque, c'est donc une banque qui restreint ses crédits aux particuliers et aux entreprises. Autrement dit, un blocage total de l'économie. Bah, ça, c'est déjà arrivé. Hein. Et justement, c'est bien le problème. Les banques qui ne prêtent plus aux entreprises et aux particuliers. Oui, on l'a vu, comme en 2008, plus personne, on ne prêtait plus rien. Oui, mais ça, c'est déjà le cas. Ce n'est pas la sortie de l'euro. Hein, c'est l'effondrement de ce système complètement inique, complètement pourri, vérolé de la finance qu'il faut mettre à bas. Sinon, c'est ça aussi qui n'est pas évidemment poussé dans le reportage pour comprendre le monde de la finance. Parce qu'on nous donne des pseudo-leçons d'économie, ce que j'appellerais de l'économie bisounours, avec une vision comme ça, très tout la vie tout en rose de l'économie, avec des gentils banquiers qui donnent des gentils conseils à des gentils clients. Hein. La Banque Centrale Européenne, qui supervise et contrôle les banques de la zone euro, est appelée à la rescousse. Mario Draghi, son président... Ex de Goldman Sachs, bon ça il aurait pu le préciser, nous on vous le précise évidemment, mais oui ex-président comme ça, c'est Mario Draghi, il faut quand même vous rappeler un peu le CV du bonhomme. Réitère son engagement de faire tout ce qui est en son pouvoir pour soutenir les banques françaises. Ah bah, je crois que c'était l'Italie qui avait des problèmes, maintenant c'est la France, bon d'accord.
Monsieur Draghi a fait cette conférence de presse pour vraiment insister sur le fait que c'était un cas particulier, qu'il fallait vraiment insister sur cet élément-là. La BCE a un rôle important, c'est qu'elle apporte des liquidités aux banques. Ah, la BCE apporte des liquidités aux banques. Mais la BCE, comment elle apporte ces liquidités aux banques? C'est qu'elle prête aux banques à un taux quasiment proche de zéro. Hein, et donc les banques, oui, effectivement, vont se servir à la BCE. Mais tout ce système-là est privé. Hein, donc ouais, la BCE apporte des liquidités aux banques. Je veux dire, on pourrait très bien avoir un organisme public qui apporte la même liquidité. On n'a pas besoin de la BCE. On n'a pas besoin que Goldman Sachs soit à la tête de cet organisme pour aller ponctionner les 500 millions d'Européens. Parce que c'est ça la réalité. Pour éviter qu'une banque soit vraiment en très grande difficulté et doit fermer ses guichets, doit fermer ses distributeurs de billets. Hein. Ça accentuerait la panique. On sait que le système bancaire marche sur la confiance et on sait qu'à partir du moment où il y a une banque de la zone euro qui va dire « je peux pas rembourser, je peux pas vous donner, vous rembourser ce que vous avez déposé auprès de moi », ça aura un effet contagion et ça aura un effet, ce qu'on appelle un bank run. Hein. Faut pas être le dernier à sortir dans ces cas-là. Ah bah oui, mais bon, tout à l'heure on avait quand même des banquiers qui encourageaient le bank run. Hein, ils sont un peu marrantes, le ping-pong, parce que tout à l'heure, son alter ego, lui, en tout cas, nous conseillait largement de faire un bank run. Alors lui, il nous dit, ah bah non, surtout pas, ça va provoquer un bank run. Malgré l'aide d'urgence de la Banque Centrale Européenne, la panique n'est pas évitée. L'aide d'urgence, oui, l'aide d'urgence, ouais. L'aide d'urgence, c'est quoi l'aide d'urgence, hein? C'est le fameux quantitative easing. Hein. Voilà, tout à l'heure, on en parlait, on en a beaucoup parlé. C'est, eh ben voilà, on fait des tirages spéciaux, hein, et puis on rachète les dettes, d'ailleurs, en vue de toute violation des traités européens. Tous les Français se ruent auprès de leur banque. Bientôt, au guichet ou au distributeur, les files d'attente se multiplient. Un seul mot d'ordre, sortir ces euros. Pourquoi vous faites la queue là devant la banque? Et parce que je me suis déjà fait avoir il y a 2 mois en Italie, donc là, j'ai pas envie de me faire avoir la deuxième fois. Donc... Ah bon, on est parti interroger un Italien, c'est très bien, d'accord, qui s'est fait avoir en Italie, mais il s'est fait avoir de quoi? Là, je retire tout. C'est en fait un peu la panique, là, tout le monde retire, et puis moi je veux pas être la dernière à retirer, donc je vais prendre tout mon argent. Moi, Bah oui, mais prendre tout son argent, déjà avec une carte bleue, c'est pas possible. C'est-à-dire que, bon, à moins que vous ayez de très petites sommes, mais j'imagine que ceux qui ont des comptes épargne, tout à l'heure on parlait d'épargnants, des gens qui ont 15, 20 000 euros, vous pourrez pas les retirer au distributeur. Hein, mais même là, vous voyez, en plein monde rose, puisque là on est dans le meilleur des mondes, donc là en ce moment même, vous ne pourrez pas aller au distributeur retirer vos 20 000 euros avec votre carte bleue. Hein, il va falloir que vous preniez un rendez-vous avec votre conseiller, que vous signiez des papiers, etc. etc. Mais c'est très compliqué en plus quand vous voulez sortir votre argent de ce genre de truc. Donc distributeur ou pas distributeur, les produits dont on parlait tout à l'heure sur l'assurance vie, sur l'épargne ne sont pas concernés par ces fadaises. Hein. Voilà, ce sont des fadaises. Je leur fais pas du tout confiance, je fais pas du tout confiance aux banques. Je vais croiser les doigts pour qu'il y ait encore assez de coupures dans le distributeur pour tirer un maximum d'euros pour les garder auprès de moi parce que vraiment j'en ai besoin et ça me rassure en fait. Ah, bah j'en ai besoin, ça me rassure. Bon, il est gentil le monsieur, mais nous aussi on se sent tous rassurés avec un billet de 100 euros dans la poche, mais je vois pas en quoi il dit ça me rassure quoi. Il a peur de perdre quoi, son épargne, mais comme je vous l'ai dit, son épargne, il ne peut pas la retirer au distributeur. Ça, c'est une invention. Et d'ailleurs, on me dit, tiens, c'est vrai, devient quoi l'Italie pendant ce temps? Bah, vous allez le voir, ça c'est assez impressionnant. Hein, de toute façon, on va pas tarder à faire une petite pause et vous allez voir au fil du reportage qu'est-ce que devient l'Italie. Les euros, les planquer chez soi et attendre. Ah, elle nous conseille de mettre les euros sous le matelas. Les options sont multiples. Oh, vous voyez un peu d'ailleurs ce qu'on nous est présenté, on cacherait dans des livres, hein, dans vos slips, dans vos chaussettes, bon, hein, pourquoi pas cacher derrière les pierres, les cochons, nous aussi on va cacher nos petits euros derrière les trolls. Et les techniques éculées. Oui, d'ailleurs, vous avez remarqué, c'est un livre Survivre à la crise. Une ambiance un peu conspi, survivaliste. Mais tout est bon pour se rassurer. Il y a des paniques, les banques ferment leurs guichets temporairement, leurs agences, temporairement jusqu'à temps que la panique cesse. Après, on explique aux gens que, ben voilà, pour retrouver leur argent, mais dans le temps. Bah alors, la panique, bah c'est sûr, entretenu par des gens comme ça, oui, les gens pourront retrouver leur argent, mais dans le temps, rendez-moi mon fric, ça c'est sûr, mais ce monsieur-là, il aura tout fait pour entraîner la panique, puisqu'on a vu tout à l'heure, les conseillers disaient, allez, retirez votre argent, enfuyez-vous au Luxembourg, etc., achetez de l'or, je sais pas quoi encore. Donc tout ça, on voit bien que il y a un problème déjà entre ce qui nous est présenté en disant, ah non, il faut surtout pas qu'il y ait de bank run, et des banquiers qui, soi-disant, vont encourager au bank run.
Il n'y a pas d'autre manière de faire, hein, sans quoi ça veut dire qu'on serait obligé d'aller demander aux gens à qui on a fait crédit de rembourser immédiatement, ce qu'ils ne peuvent évidemment pas faire. Donc c'est la logique interne et légitime du système. Ouais. Donc en gros, hein, c'est vous qui devrez payer la dette de vos voisins. C'est ça que ce monsieur de la Bred nous explique. Je vous dis, on n'est pas bien barré. Ben, on va faire une petite pause, le temps que la régie elle se prépare, et puis on reviendra dans ce... bonjour la descente de police. Non. Il y en a, ils sont au taquet, voilà. Donc, on va faire la petite pause et on revient juste après, toujours avec ce documentaire. Bye bye l'Europe, à vous la régie. Voilà, donc de retour sur la libre antenne, voilà, j'ai vu vos réactions, on me dit bravo quand même pour cette réalisation, cette daube, c'est du travail de pro, de bien manipuler les foules, ça je suis entièrement d'accord avec toi mon cher Quenel Raviol, et on va voir, ils vont continuer, vous savez, ils vont vous amener dans des sommets dans la manipulation. Pour calmer les esprits et endiguer cette fuite des capitaux, le gouvernement impose un rationnement provisoire aux Français. Ah, alors ça c'est très... voilà. Vous avez demandé 60 €, le montant maximum autorisé de 0 €. Donc, on impose aux gens une restriction des retraits. Mais alors là, moi, je suis assez étonné, hein, c'est pas celui qui a fait le reportage, hein, Madame Serfontaine, là, c'est que cette restriction existe déjà. Quand vous allez dans votre banque, moi je vais dans ma banque, c'est marqué 300 € par semaine. C'est marqué noir sur blanc quand vous arrivez à l'entrée, c'est marqué partout au guichet, etc. Vous ne pouvez retirer que 300 € par semaine au guichet. Voilà, donc la restriction elle est déjà là, hein. On n'a pas attendu des spéculations pour sortir de l'euro. Donc déjà ça c'est une aberration. Et vous allez voir ce qui va se passer encore après, alors là on est dans la propagande, mais alors la plus poussée, vous allez comprendre. Des retraits limités à 1 500 € par mois et par personne. Ainsi qu'un contrôle d'échange, l'interdiction de sortir des billets et de virer des fonds à l'étranger. Ah, contrôle d'échange, interdiction de sortir des billets, de sortir de l'argent. Hein, entre guillemets, violation, donc la France viole sciemment l'article 63, donc qui est du TFUE, qui la force à, évidemment, hein, c'est marqué noir sur blanc, hein, aucune restriction aux échanges de capitaux. Donc là, la France est déjà en train de violer les traités européens, hein, déjà. Donc ça commence comme ça, on commence par violer les traités européens. Bon, pour on en est, on peut sortir de l'Union européenne puisqu'on commence par violer les traités. Hein, et comment, d'ailleurs, pas de réaction des autres pays par rapport à cette mesure de violation des traités. Au-delà de 5 000 €. Des limites et des contrôles, les Français vont devoir renouer avec d'anciennes pratiques. Le dernier carnet de change remonte à 1983. Ah, voilà, on va vous dire, vous allez revenir au carnet de change à l'ancienne. Oui, peut-être pour éviter que des gens puissent s'enfuir avec des capitaux. Donc là, le carnet de change, en tout cas, c'est une mesure qui rentre directement donc, en contradiction avec les traités européens. C'est une violation des traités européens. Sans ce carnet de change, il ne vous sera plus possible désormais de passer la plupart des frontières. N'oubliez pas que ces 2000 francs en devises ne vous seront délivrés qu'une seule fois dans l'année. Si vous souhaitez vous offrir un nouveau voyage à l'étranger, il faudra soit économiser sur cette somme, soit vous contenter de 1000 francs en argent liquide, seuil de tolérance pour lequel le carnet de change n'est pas obligatoire. Voilà, donc on va vous dire, voilà, restrictions, vous ne pourrez plus changer votre argent comme vous voulez, qu'il y ait une restriction sur l'échange dans un premier temps aussi, pour éviter une fuite des capitaux, ça peut paraître une bonne mesure, pourquoi pas, après tout. Maintenant, nous expliquer évidemment, quand on va retourner à l'époque soviétique, la limite, vous savez, déjà, ça y est, on a... Oubliez, il n'y a presque plus l'électricité, on est revenu à la bougie. Non mais c'est ça qu'on veut vous expliquer, hein. Le fond, c'est toujours vous faire peur sur un éventuel retour en arrière. Le contrôle d'échange s'imposait, hein. C'est une mesure extrême qui s'impose, mais qui règle rien sur le fond. Ah c'est une mesure qui s'impose, donc violation du traité européen. Là, ça lui pose aucun problème. Et qui ne ramènera pas forcément de la confiance dans le système européen. C'est sûr qu'en violant le système, en violant les traités, on risque pas de ramener de la confiance. Alors là, vous avez vu, l'euro prend un coup de botte. C'est marrant avec l'Italie, donc la botte italienne qui vire, moi je trouve plutôt sympa, le courrier international. Moi je trouve ça plutôt sympa, ouais, que l'Italie s'en aille de l'euro. Alors là, c'est titré « La concurrence italienne », un passage très important. Un mois après la sortie de l'Italie, cette fois, c'est à l'économie réelle de la France d'être touchée. En dévaluant la lire,
le coût du travail et le prix des produits sont presque 30% moins chers côté italien. 30% moins cher côté italien. Et quelles conséquences pour l'Italie? Luxe, maroquinerie, automobile, nombreux sont les secteurs de l'économie italienne qui nous concurrencent directement sur notre territoire, mais aussi sur les marchés étrangers. Alors, donc l'économie italienne connaît un rebond, c'est eux qui le disent, hein, vous voyez bien, puisqu'ils sont de l'euro, évidemment, l'euro qui les amputait, la lire, la nouvelle lire fait que, évidemment, le travail devient moins cher et tout d'un coup, à l'export, l'économie italienne devient très compétitive, très concurrentielle. Ce qui signifie également que l'Italie est restée, puisque la France visiblement viole tous les traités européens. En revanche, l'Italie, elle semble rester dans l'Union européenne et profiter, malgré le fait qu'elle soit sortie de l'euro, de tous les avantages des traités, hein, puisqu'on ne parle pas qu'il y ait des restrictions envers l'Italie ou qu'il y ait un rétablissement de droits de douane ou quoi que ce soit. Non, l'Italie, visiblement, rien ne bouge. Hein. Juste elle est sortie de l'euro et maintenant elle nous concurrence. Et de façon encore plus flagrante, dans l'agroalimentaire. Là, l'Italie va jouer pleinement sa carte. Ah, dans l'agroalimentaire. Et ça, c'est très intéressant aussi. On verra le mensonge qui nous est délivré après concernant la France. Alors, concernant l'Italie, évidemment, si l'Italie dévalue et revient à la lire, elle va nous concurrencer dans les produits agroalimentaires, c'est évident. Et elle va la jouer aux dépens de ce que nous savons faire nous aussi, mais pour lesquels nous aurons évidemment des coûts supérieurs. En particulier dans deux domaines forts, le domaine des fruits et légumes, où là, une taille des croupières, et puis sur le domaine des produits viande notamment. Alors, tous les produits élaborés, évidemment, on pense beaucoup au jambon, à des choses comme ça, mais... Vous nous concurrencez sur le jambon, bon, ça va. Moi, j'aime bien le jambon italien aussi, hein, le jambon de Parme. Bon, voilà. Hein. Ça va bien au-delà. Donc là, on voit tout de suite, évidemment, la conséquence d'une sortie de l'euro. Donc on voit tout de suite, oui, les conséquences d'une sortie de l'euro positives pour le pays. Mais il a du mal à le dire, hein. Les européistes ont toujours du mal à admettre les choses. Pour les Italiens. Philippe Nicolas élève du bétail dans l'Ain. Ses clients, les abattoirs de la région, ne lui achètent plus ses bêtes, préférant celles des Italiens, 25% moins chères au kilo. Ah, donc lui se fait concurrencer, les viandes italiennes donc seraient 25% moins chères. Bon. J'ai besoin de les vendre 4 € pour couvrir mon prix de revient. D'ailleurs, on ne précise pas, ils sont vendus en quoi, hein, parce que lui, il parle en euros, mais elles sont vendues en quoi ces bêtes italiennes? Parce que vous allez voir, pourquoi je dis ça, c'est par rapport à ce qui se passe après. Sans dégager aucune marge. Et j'ai en face de moi un éleveur ou un engraisseur italien qui lui est capable de proposer le même produit avec la même qualité à un prix de 3 €. C'est une chaîne sans fin, c'est-à-dire que ce produit, je ne peux pas l'écouler parce que personne n'en veut. Nous, éleveurs, on est condamnés à une cessation totale de l'activité dans des conditions financières qui vont être des conditions de banqueroute. Il n'y a pas d'autre alternative que ça. Il n'y a pas d'autre alternative, évidemment, si l'Italie reste dans l'Union européenne avec les mêmes règles, hein, parce que ça, c'est pas précisé, même si on sait qu'on ne peut pas sortir de l'Union européenne, ce n'est jamais précisé. Mais elle serait donc sortie de l'euro, mais elle aurait conservé tous les avantages du commerce et de l'Union européenne, on va dire des dispositions du traité. Non. D'autres solutions que ça, c'est pas une catastrophe à terme, c'est une catastrophe immédiate. Acculés, les agriculteurs se mobilisent en action coup d'éclat. Alors les agriculteurs, vous voyez, c'est quand même saisissant d'essayer de nous faire croire que l'euro et l'Union européenne sont là pour sauver l'agriculture, alors que l'agriculture, précisément, si elle est dans cet état aussi lamentable en France, c'est dû à cette politique. C'est dû à la politique européenne qui est menée sur l'agriculture. Agriculture qui est censée être productiviste. C'est marqué dans les traités européens. L'agriculture européenne a vocation à être productiviste. Donc c'est une agriculture intensive avec l'utilisation de pesticides qui doit toujours être en croissance. Donc l'agriculture qui est soumise à ces règles-là a fait que ces agriculteurs qui perçoivent les aides européennes, ça aussi on pourra en reparler, c'est une escroquerie. C'est une escroquerie, ces gens-là, ils deviennent, des espèces d'auxiliaires à qui on dit, vous faites ci, vous faites ça, ils ne font plus leur métier d'agriculteur. C'est la même chose dans la médecine, c'est la même chose dans plein de domaines, mais précisément dans l'agriculteur où il y a en plus des suicides d'agriculteurs, énormément, parce quand on est agriculteur, on est attaché à la terre, on n'est pas là pour empoisonner les gens ou pour faire de l'administration, comme c'est le cas actuellement.
hein, et ce sont ces gens-là qui ont tué l'agriculture française, et certainement pas la sortie de l'euro. Et là, il y avait quelque chose de pernicieux, de vicieux, de fallacieux de la part de ce reportage, de faire croire aux agriculteurs que la sortie de l'euro les mettrait dans une situation catastrophique, alors que c'est précisément notre appartenance à l'euro et à l'Union européenne qui fait qu'ils sont dans le marasme dans lequel ils sont. Et bloquent les routes pour empêcher leurs concurrents italiens de pénétrer le territoire français. De leur côté, les industriels et les grands patrons réclament des subventions pour compenser l'avantage concurrentiel des entreprises italiennes. Oh bah, rien que ça, quoi. Alors, les grands patrons, vous voyez tout à l'heure, ils disent « Ah bah nous, il n'y a pas de patriotisme, on va mettre notre argent à l'étranger, c'est comme ça. » Et puis en plus, ils demandent des subventions maintenant. Ah bah maintenant, hein, quand il s'agit de demander des subventions, le patriotisme d'État, hein, on voudrait que tout le monde passe à la casserole. En revanche, tout à l'heure, c'est le monsieur qui nous expliquait « Ah bah non, hein, moi, je vais mettre mon argent ailleurs, il n'y a pas de patriotisme qui tienne, sinon patriotisme égale faire l'autruche. » Voilà. Vous allez avoir les grandes entreprises du MEDEF qui vont demander immédiatement à être reçues par M. François Hollande ou par M. Manuel Valls. Alors là, c'est assez saisissant la question qui a dû lui être posée, parce que la réponse qu'il donne, c'est comme si on lui avait demandé, mais la question inverse, si la France reste dans l'euro, qu'est-ce qui va se passer? Et nous ne pourrons pas résister à l'impact de la dévaluation de l'Italie, à la fois sur notre marché intérieur et sur nos marchés d'exportation. Donc, soit vous diminuez les coûts salariaux en France de 20%. Oui, c'est ce qui a été proposé. Ou de 25%, soit il faut aussi qu'on dévalue. Voilà, mais ça, il ne répond pas à la question si la France sort de l'euro. Il répond à la question inverse, si la France reste dans l'euro. Ça se sent dans la réponse. Vous voyez que, et c'est là que c'est trompeur, et je pense que c'est pour ça que Jacques Sapir, il annonce que partout qu'il se fait un peu bluffer sur ce reportage, c'est dans ce genre de manipulation-là. Il faudrait que la France ait les moyens de subventionner les entreprises, parce que la France se trouve à l'heure où nous parlons avec un déficit qui s'annonce pour 2014 de l'ordre de 5% du PIB, et aggravé encore par la situation, 5 à 6, on n'a absolument pas les moyens de subventionner qui que ce soit. Ah bah oui, c'est sûr, avec ses petits amis banquiers, il ne va pas nous expliquer le contraire. La France, oui, n'est pas là. Et puis, est-ce qu'on a envie que la France subventionne des entreprises qu'elle subventionne déjà, d'ailleurs, au demeurant, à travers tout un tas d'aides parce que quoi? Parce que oui, il y aura là cette concurrence italienne, mais il me semble que c'est des mesures qui se prennent au niveau européen, que la France ne peut pas agir seule. Vous voyez, il y a quelque chose, il n'y a que des contradictions, en fait, dans ce documentaire. L'État veut aider les banques et les entreprises, freiner à tout prix la contraction de l'économie. Il lui faut de l'argent. Et vite. Ah, cette photo d'Hollande, donc sur le nouvel l'Obs, qui veut bien nous prêter, voilà, comme si évidemment on serait devenu un président SDF, un président la France ne vaudrait plus rien, plus personne ne voudrait prêter à la France, alors que pour qui se renseigne, vous savez que les bons du trésor de l'État français sont parmi justement les plus prisés du monde, parce que justement la France est extrêmement solvable, extrêmement solvable. La puissance publique cherche à emprunter cet argent dont elle a urgemment besoin. Elle se tourne vers les marchés et ses prêteurs habituels. Oui, les marchés et ses prêteurs habituels, les maquignons, les nouveaux maquignons des temps modernes, les usuriers qui vous prêtent de l'argent qu'ils n'ont pas et qui ne leur appartient pas. Imaginez qu'un État discute avec les marchés financiers, les investisseurs, les fonds de pension, ceux qui achètent les dettes, comme un particulier discute avec sa banque de proximité pour acheter un appartement ou pour réfléchir sur des placements. C'est exactement la même relation, et cette relation, à 90%, elle est fondée sur un mot, la confiance. Voilà, alors ça, c'est le grand argument qui vous est présenté constamment, et ça c'est souvent le cas malheureusement de certains médias, de certains économistes qui vous disent « Ah, l'État français, c'est comme un couple comme vous, qui vous allez vous rendre à votre banque et vous allez acheter des biens, etc. » C'est complètement faux, c'est absolument faux. Un État n'est pas comparable à un couple. Un État, il a le moyen d'augmenter ses impôts, donc d'augmenter ses revenus. Il a des actifs, un État. C'est-à-dire, vous avez un revenu. Vous ne pouvez pas augmenter votre revenu comme vous voulez. Vous n'allez pas dire, ce mois-ci, j'ai décidé de gagner 15 000 euros. J'en gagne d'habitude 13 000. Non, c'est pas possible. C'est l'État qui décide et qui peut jongler, augmenter son revenu, qui a des actifs, qui peut vendre, etc., qui a d'autres solutions. Donc, cette comparaison fallacieuse, encore une fois, là, c'est de l'enfumage de nous présenter
un État comme un couple, hein, de nous montrer un peu presque que le couple serait aussi démuni, hein, l'État serait aussi démuni que le couple face à son banquier. C'est une escroquerie intellectuelle, c'est absolument faux. Un État, lui, il a des actifs, il a les moyens de décider de son budget et ce n'est pas le cas pour un couple, donc c'est incomparable. Sauf que depuis 3 mois, les investisseurs ne nous font plus vraiment confiance. Ah bon, les investisseurs ne font plus confiance. D'accord. Alors tout à l'heure, on nous expliquait l'économie italienne repartait de plus belle depuis qu'elle est sortie de l'euro, mais la France, non, on ne nous fait plus confiance, nous on est vraiment punis. Hein. Ils redoutent que la France suive l'Italie, sorte de l'euro et s'engouffre dans une crise économique violente. Ah bah alors je comprends pas, tout à l'heure l'Italie on nous disait que c'était la reprise dans tous leurs secteurs, luxe, automobile, etc. Vous voyez la FNSEA qui nous disait ah bah ils nous vendent tout leur jambon moins cher, machin. Et puis là maintenant c'est une crise économique violente. Ah bon. Et plus que tout, que nous ne puissions plus les rembourser. Oui, qu'on ne puisse plus les rembourser. Hein. Et puis ils ont peur de la France. Mais dis donc, alors la Grèce, Malte, Chypre, l'Espagne, le Portugal, l'Irlande, la Slovaquie, la Slovénie et tous ces pays qui ont connu des problèmes. Que doit-on en dire si la France, elle, est le pire mauvais élève? Alors, pour prêter à nouveau à la France, les créanciers habituels veulent être payés plus, beaucoup plus, avec une prime de risque. Ah voilà, la prime de risque hein, qui est le moyen de spéculer évidemment sur la dette de la France et donc ce qui arrive à la Grèce, qui arrive à l'Espagne et qui va nous arriver aussi et non pas par la sortie de l'euro, parce que nous sommes dans l'euro. Ils demandent des taux de rendement bien plus élevés. Ce jeudi matin, personne ne veut nous prêter à moins de 12%. Avec un tel taux, le coût des intérêts de la dette atteindrait 1,5 fois le budget de l'éducation nationale. Ah là, le budget de la dette, hein, vous savez, les intérêts, les fameux intérêts, donc le salaire de monsieur Rothschild, etc., il exploserait. Ah ben évidemment, si on continue à emprunter à ces gens-là, qu'on n'est pas capable de créer l'argent nous-mêmes, c'est sûr que oui, ils vont nous plumer jusqu'au dernier ongle. Hein. C'est intenable, l'État ne peut tout simplement plus se permettre d'emprunter sur les marchés financiers. Si personne ne veut prêter à l'État français, il faudrait que la Banque Centrale Européenne achète cette dette française finalement. Ça, c'est interdit par les traités européens, monsieur. Il faudrait que la Banque Centrale directement agisse et finance en direct l'État français. Ça aussi, c'est strictement interdit par les traités européens, l'article 123. Bon, ben voilà, hein, visiblement, il y a une petite leçon d'éléments juridiques hein, concernant l'Europe dans ce documentaire qui ont été volontairement évincés. Mais on voit qu'il y a toujours un problème de statut de la Banque centrale, que c'est pas évident pour elle d'intervenir. Je rappelle que la Banque centrale européenne n'a pas pour mission de racheter des emprunts d'État. Ah voilà, au moins les Allemands, on en a parlé hier, hein, vous avez le sérieux allemand, hein, on en a parlé avec Dortiguier, avec Anis Alfeda, bah là vous avez tout l'esprit allemand, évidemment, il dit la banque, elle n'a pas vocation. Alors, je ne parle pas assez l'allemand pour traduire, mais peut-être bien même qu'il dit c'est interdit par les traités, parce que le terme n'a pas vocation, oui, à la limite, ça peut se comprendre, puisqu'elle le fait quand même, et donc en toute violation, évidemment, des traités existants. Qu'elle peut le faire, qu'elle l'a déjà fait, dans des conditions de crise exceptionnelles. Ah oui, effectivement, en violant certainement les traités, à faire en plus qui est devant la Karlsruhe, la Cour constitutionnelle allemande, etc. Personne n'est vraiment d'accord sur ça. Hein. Mais c'est un débat qui est discuté à la Cour de justice européenne pour savoir si elle peut le faire de façon limitée ou illimitée. Oui, de façon limitée ou illimitée, alors qu'il est marqué noir sur blanc que la banque n'a pas le droit de le faire. Bon, je ne sais pas comment ils vont s'en sortir par une pirouette juridique encore, certainement. Mais il faudra de toute façon que la Banque centrale européenne et les marchés soient convaincus que la France mettra en place une politique de réforme. Mais alors je comprends pas. La France, elle sort de l'euro et il faut encore qu'elle demande l'autorisation à la Banque centrale européenne. Vous voyez, il y a des choses incompréhensibles quand même dans leur scénario catastrophe. C'est que d'un côté, on sortirait de l'euro, donc j'ai envie de dire, on est en train de leur dire, allez tous vous faire en papaouté. Et puis de l'autre côté... on nous dit du côté de l'Allemagne, ah bah non, attention, c'est la Banque Centrale Européenne qui va décider et qui va machin. Bah, faudrait savoir. Hein. Soit moi j'envoie tout bouler, puis je leur dis, hein, votre euro, vous savez, vous pouvez vous le mettre. Soit, je m'assieds à la table et je fais ce qu'on me dit, mais à ce moment-là, je reste dans l'euro. Somme que cela en vaut la peine. On a parfois le sentiment. Oui, une photo très saisissante, hein. Hollande et Merkel. Alors, ils ont volontairement d'ailleurs fait une voix de doublage à Merkel, pas sympa. Voilà, ça aussi c'est des petites choses dans le reportage. Que les efforts
se relâchent rapidement les efforts pour mettre l'Europe sur une base durable. Et il ne faut pas qu'il y ait ce relâchement. Les réticences à prêter à la France sont les mêmes Elle avait l'air méchante, hein, Merkel. du côté du Fonds monétaire international. Christine Lagarde, sa présidente, doute des capacités de la France à se maintenir dans la zone euro. Ah oui, voilà, bah oui, c'est une américaine, hein, vous savez, hein, Christine Lagarde, hein, elle a que le nom que le français, hein, comme on dit, hein, Lagarde, mais sinon, c'est une américaine fière de l'être, hein, anglophile, anglo-saxonne, elle n'a plus rien de français, évidemment, à part son nom, et puis peut-être bien sa nomination au FMI, qu'elle doit aussi certainement aux voix de la France. Et voilà, cette dame, évidemment, n'a plus confiance en la France. Hein. Vous savez, cette élite-là, la France, il l'enterre. Hein. Il l'aura bien jeté à la poubelle. On comprend pourquoi on reparle de créer une banque centrale indépendante, de revenir à une nouvelle monnaie. Ah, on comprend qu'on reparle de créer une banque centrale indépendante. Pourtant, il me semble que la BCE se targue hein, d'être la banque indépendante par définition. Et pourtant, bah là, on voit que non, c'est... Hein, voilà, on me dit que d'incohérences, effectivement. Et vous allez voir, et c'est pas fini. Non, mais je veux dire, on atteint des sommets. Vous allez voir, ça va monter, ça ne va que crescendo. Mais si vous constatez déjà, vous voyez, toutes les incohérences qu'on voit depuis le début, mais vous allez voir après, c'est catastrophique. Parce que ça serait une des solutions, pas idéale, mais comme personne ne veut prêter à l'État... Ah, ce serait une des solutions, pas idéale. Ah, vous êtes une banque indépendante. Hein. Il faut préciser d'ailleurs le mot du sens indépendant lorsqu'il s'agit d'une banque centrale. Hein, parce que ça, c'est très important. Une banque centrale indépendante, elle n'est indépendante que du peuple. Elle est indépendante de vous, c'est tout. Hein, c'est ça, une banque centrale indépendante. Faut pas aller chercher pendant 10 ans. Elle est indépendante de quoi? Indépendante. Hein, elle n'a aucune... Hein, elle n'a rien à rendre, pas de compte à rendre. Mais les comptes à rendre, c'est à vous. Elle n'a pas de compte à vous rendre. C'est ça, une banque centrale indépendante comme l'est la BCE. Et nous, ce qu'on voudrait justement, c'est une banque d'État publique. Hein, qui a des comptes à rendre et qui ne soit pas indépendante. Au contraire, elle doit être complètement dépendante du peuple. C'est ça. Eh ben, le mieux, le plus facile, la solution la plus facile, c'est d'imprimer des nouveaux billets et d'assurer finalement le financement de l'État en créant cette monnaie. Ah bah, d'abord, oui, bah, c'est le bon sens. En fait, le bon sens les ferait. Hein, vous voyez, un État qui crée sa propre monnaie, qui se passerait des banques, la Banque Centrale Européenne. Bon, c'est la solution, on ne va pas y échapper, mais c'est horrible. Hein, pour ce monsieur, c'est horrible. Se prêter à soi-même en créant l'argent dont on a besoin, autrement dit, faire marcher la planche à billets. Ah, voilà la fameuse expression, vous savez de quoi faire, hein, trembler dans les chaumières, la planche à billets. Hein. Mais qu'est-ce qu'on fait actuellement hein, si on ne fait pas marcher cette planche à billets hein, demandez à la Fed s'ils ne font pas marcher leur planche à billets. Hein, on parle de ça comme une idée, créer son argent soi-même. Mais qu'est-ce que fait le travail de monsieur Rothschild? Il appuie sur un bouton quoi, pour créer un argent qui n'existe pas. Et vous me dites que ces gens-là me disent que non, si l'État ferait ce travail, forcément, ça va mal se passer. Mais en quoi? Bah oui, peut-être qu'il ne touchera plus le salaire, parce que pour le moment, les fameux intérêts de la dette qui explosent, et les intérêts de la dette qui nous ont présentés chaque année, qui représentent plus de 60 milliards actuellement, ces intérêts de la dette ne sont que, comme ils sont précisés, les intérêts de la dette. Ils ne représentent même pas le capital, ce sont les intérêts de ce qu'on paye sur des emprunts auprès d'organisations privées. Donc on enrichit les gens, le système bancaire international. Voilà, grâce à ce système-là, d'ailleurs, il ne va pas être loin pour commander ce genre de manipulation, ce système bancaire. Sauf que cette opération est interdite par les traités qui régissent l'euro. Pour s'en affranchir... Ah, enfin? Ah bon, là, hein, voilà, elle aurait pu nous sortir l'article. Bon, ah oui, les traités qui régissent l'euro, quand même, c'est interdit. D'accord. Il faudrait précisément quitter l'euro. Ah, par contre, il suffit de quitter l'euro pour ne pas respecter le traité. Et c'est là que vous voyez que ça pêche dans la manipulation. Parce que quitter l'euro sans sortir de l'Union européenne, ce n'est pas possible, encore une fois. Et vous voyez, encore une fois de la preuve de la manipulation, on jongle, on vous dit « faire ça c'est interdit parce que les traités l'interdisent, et si on voudrait le faire, il faudrait quitter l'euro. » Mais quitter l'euro implique de sortir de l'Union européenne, mais ça n'est pas précisé. Alors que comment on va quitter l'euro juridiquement? Comment ça va se passer? Qui? Quoi? Ça va quoi? On va passer un nouveau traité? On va ratifier, etc. Comment ça va se passer? Ce vendredi, dans l'après-midi, le président de la République annonce une intervention télévisée au journal de 20h. Quelques heures plus tard, il l'annule. Les rumeurs parlent d'une sortie en catastrophe.
Ah mais bon, la Hollande, bon, on va dire qu'on les gratine un petit peu plus, donc il annoncerait une sortie, puis après, finalement, il se rétracterait. Ben, je veux dire, si on doit sortir, à un moment donné, on doit le savoir, mais vous voyez, ça, alors c'est quoi? C'est l'amateurisme le plus total? Bon, d'accord, bon, on les gratine un peu plus, Hollande, bon, je veux bien qu'il le mérite quand même, mais c'est pour nous expliquer, voilà, là, ce serait la désorganisation, mais cette désorganisation totale au plus haut niveau de l'État, pas besoin d'attendre la sortie de l'euro, hein, voilà. C'est la panique. Dans la panique, on peut faire des erreurs. La principale erreur, c'est d'annoncer quelque chose qu'on ne fait pas. Ah voilà, lui par contre il est très au courant, Attali, il est un pilier de ce reportage, parce que lui il connaît le scénario, vous voyez, il a annoncé quelque chose qu'on ne fait pas, donc il est directement connecté à l'information qui a été donnée juste avant, dans le scénario. Il vaut mieux faire les choses et les annoncer, en plus c'est extrêmement difficile. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on annonce des réformes de structure absolument énormes pour essayer de regagner la confiance? Ça veut dire porter l'âge de la retraite à 70 ans, réduire la durée d'allocation chômage à 3 mois au lieu de 2 ans. Des mesures, oui, j'adore parce que des mesures populaires, oui, bah, c'est sûr, annonce-les toi, Attali, hein, viens l'annoncer au peuple dans la rue hein, aussi, viens l'expliquer en face aux gens ce que tu prévois. Ça veut dire réduire le salaire minimum des jeunes à le SMIC moins 30%, c'est toute une série de réformes qui seraient nécessaires dans la période de crise dans laquelle on est pour regagner la confiance des prêteurs. Ah, pour regagner la confiance des prêteurs. Donc vous êtes tous des misérables esclaves pour les prêteurs. Au moins, ça a le mérite d'être clair. Hein. Vous n'êtes tous qu'à la solde de prêteurs. Vous n'êtes tous que des biens et des marchandises hein, avec un montant de calcul d'une force de travail pour des prêteurs. Voilà, nous sommes donc soumis à ces prêteurs. Et bien moi, je vous encourage qu'on aille pendre haut et court tous ces prêteurs. Après tout, on appelle les marchés, mais c'est les prêteurs, c'est ceux qui nous prêtent de l'argent, et ils demandent ça. Voilà, ce sont les prêteurs, ils demandent ça. Hein, ils demandent, vous abaissez 30%, vous allez bosser jusqu'à 70 ans, etc. Eh ben nous, le peuple, ce qu'on demande, c'est de vous pendre haut et court hein, et de vous attacher par les pieds. Hein, voilà, c'est comme ça que ça risque de finir, monsieur Attali. Hein. Il faut, mais il le demande. Donc soit il annonce ça, soit s'il ne l'annonce pas, parce qu'à la fois il trouve ça pas bien, il trouve ça injuste, et en même temps, il pense que jamais un Parlement ne votera ça, eh bien il n'a qu'une seule façon, c'est débrancher la prise et de sortir du système et de dire au marché, je ne vous paye plus, je ne vous rembourse plus, donc je sors de l'euro. Je vous paye plus, je vous rembourse plus, je sors de l'euro. Mais attendez, on change de monnaie. Ça n'a rien à voir. Comment ça, on paye plus ou machin, etc. On n'a jamais dit qu'on payerait plus. On a juste dit qu'on change de monnaie. Alors après, oui, les fameux prêteurs, on va peut-être leur dire, bah vous voyez, cette monnaie en euros, maintenant, on va vous payer en francs. Ouais, pourquoi pas? Ah bah oui, le franc vaut moins après autant de change, de machin. Ah bah oui, mais ça, qu'ils perdent, voilà. Mais nous dire, oui, ah bah il a choisi de... Alors en plus, vous avez vu le choix quand même un peu cornélien qu'on lui propose hein, au président de la République. On lui dit, c'est soit tu vas à l'âche hein, dans les salaires, dans les trucs, hein, avec le risque lui-même, hein, parce que ce serait grand malin, Attali, hein, qui vienne l'annoncer aussi aux gens hein, en face. Ou alors sortir de l'euro. Je pense qu'un gouvernement un tant soit peu responsable sort de l'euro. Hein, c'est ce qu'aurait dû faire d'ailleurs le gouvernement grec depuis des années. Hein, regardez où en est la Grèce. Et je ne vous rembourse plus. Dans ce cas-là, il vaut mieux le faire avant de le dire. Nulle part dans les traités européens, il n'est prévu de disposition pour sortir de l'euro. Ah, mais ça c'est fantastique. Alors ce passage-là, il est assez fantastique, surtout dans le montage tel qu'il a été fait. Alors là, soit c'est... on va dire le hasard le plus total, ou alors il s'agit bien du vice des monteurs et des organisateurs de cette machination, parce que précisément la personne qui a écrit le traité de Maastricht et qui s'en vante, hein, et pour ça, bon, on va pas vous repasser la vidéo, mais il s'en vante, c'est monsieur Attali. C'est lui-même dans une vidéo qui nous explique que dans le traité de Maastricht, puisqu'il a participé à la rédaction du traité, donc il en a été hein, l'un on peut le dire, un des plus éminents rédacteurs, il le dit clairement, c'est une vidéo qui date maintenant d'il y a quelques années, hein, qui est sortie aux alentours de 2011-2012. Hein, cette vidéo-là, qu'est-ce qu'elle précise? Qu'est-ce qu'elle dit cette vidéo? Elle dit tout simplement, on voit hein, Jacques Attali qui parle et qui dit « Ah bah vous savez, quand... j'ai participé à la rédaction du traité de Maastricht, nous avons fait en sorte qu'il ne puisse pas y avoir de sortie de l'euro. » Et il ajoute, tout ceci n'était pas très démocratique. À ce moment-là, ça s'esclaffe hein, dans l'auditoire. Et puis, vous avez
comment dire, il enchaîne ensuite pour nous dire « Ah bah oui, mais c'était le seul moyen pour forcer tout le monde à s'y mettre et dire qu'il n'y avait pas de retour possible. » Donc, soit cette dame, elle est très mal renseignée, soit il faudrait qu'elle aille un petit peu encore s'informer sur cette affaire, parce que justement, précisément, c'est le monsieur qu'elle a invité dans ce reportage à qui elle devrait poser la question « Pourquoi, lorsque vous avez rédigé ce traité, vous n'avez pas pensé à élaborer une clause de sortie ?» Et évidemment, on l'admet, les clauses de sortie n'existent pas. Donc, ce qui veut dire qu'un pays qui doit sortir de l'euro doit sortir de l'Union européenne. Et il n'y a pas d'autre solution. Tout le reste, c'est de la littérature. Ce sont des fadaises de service public. Pendant tout le week-end, le chef de l'État consulte, il prend les avis. Va-t-il sortir du système ou décider de réformes de structures considérables pour y rester? A-t-il encore le choix? À l'heure où nous parlons, je suis sûr qu'en France, il n'y a pas grand monde qui aimerait être au gouvernement. Ah bah, bien sûr, bah, surtout ce monsieur qui est là depuis Mitterrand, Sarkozy, etc. Bah oui, c'est lui qui nous dit ça. Ni Marine Le Pen, ni la droite, ni ceux qui sont au gouvernement aujourd'hui, qui seraient très contents d'être ailleurs. Ni Marine Le Pen, encore faudrait-il qu'elle eût une, je ne sais pas, peut-être une majorité à l'Assemblée avant, peut-être pour gouverner, ce sera plus pratique. Je sais pas qu'on lui dit oui Marine Le Pen, oui d'accord. Dimanche à 16h, les délégations des pays membres convergent en urgence à Bruxelles pour une séance extraordinaire. La France va quitter l'euro. François Hollande a tranché. Il doit avertir ses partenaires européens de cette décision unilatérale, lourde, qui pèsera forcément sur l'avenir de l'euro